Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, bienvenue à toi Stéphane Amar. Comment ça va ? Ça va, très bien, merci. Alors, c'est l'occasion pour nous de te recevoir puisque tu sors un livre, Le grand secret d'Israël, pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien. Mais avant d'en parler, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va juste te présenter. Tu es journaliste installé à Jérusalem depuis 2003. Tu collabores avec plusieurs médias francophones, dont Arte, BFM TV, la RTS. Tu as fait de nombreux documentaires, notamment pour Canal+, et bien d'autres choses encore. Tu as déjà sorti 3 livres. Alors, 3 livres. 2, pardon, c'est le deuxième. 2, c'est le deuxième. Ah, bon, il y avait un autre. Tu n'avais pas sorti un livre qui s'appelait État palestinien, Le grand mensonge ? Non, ça devait être ce livre-là qui l'éditeur a fait faillite quelques jours avant la remise du manuscrit. Donc c'était le même. Donc voilà, c'est le même livre qui a changé de titre et qui s'appelle Le grand secret d'Israël. D'accord. Ok. Alors le premier, c'est en 2008, Les meilleurs ennemis du monde. Donc on sent avec ce titre, Le grand secret d'Israël, pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien, que la coexistence est un sujet, en tout cas, qui te taraude, qui te plaît et dont tu parles beaucoup, de plus en plus et de plus en plus précisément. Non, c'est vrai parce que ça a été une découverte en fait, la coexistence, quand je suis arrivé en Israël en 2003. À l'Ulpan, à l'école d'hébreu, la moitié de la classe était composée d'arabes de Jérusalem, des filles voilées, etc. Alors même qu'on était en pleine intifada, il y avait des bus qui sautaient dans les rues. Et je me suis dit, tiens, pour moi, je sais pas, j'avais l'idée que les gens étaient séparés par un mur, qui se rencontraient jamais. Et je me suis rendu compte que non, malgré le conflit, la société israélienne était très plurielle et très composite. Donc j'ai voulu raconter ça. Alors c'est un titre quand même assez provocateur puisqu'on entend partout un État binational, il faut qu'il y ait la paix, il faut que les Palestiniens aient leur État, sinon il y aura... C'est comme si c'était une litanie qui fait que si on n'arrive pas à ce résultat-là, il n'y aura jamais la paix entre les deux peuples. Et toi, tu n'es pas du tout d'accord avec ça ? C'est très vrai ce que vous dites. Je commence le livre par ça d'ailleurs. C'est quelque chose de complètement évident. C'est une espèce de vérité comme ça, admise par tout le monde. Sans État palestinien, il n'y aura pas de paix. J'ai fait un petit florilège de déclarations de tous les grands de ce monde depuis 15 ou 20 ans, de Jacques Chirac à François Hollande, en passant par Bill Clinton, même Bush. Sans État palestinien, il n'y aura pas la paix. Et puis finalement, tout le monde vit avec ça. Alors qu'en fait, à chaque fois qu'on a voulu partager le territoire, qu'on a voulu diviser ce territoire, on essaie depuis 1937 de créer un partage en Palestine, dans la Palestine historique. Ça a tourné à la catastrophe, ça a été refusé par l'une ou l'autre des parties parce qu'en fait le partage c'est l'option du faible. Au départ c'était les Juifs qui étaient d'accord, maintenant c'est les Arabes, mais le fort ne veut jamais partager. Et à chaque fois qu'on a essayé de faire un partage, l'exemple le plus criant évidemment c'est Oslo, ça a fini en bain de sang. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi et j'ai voulu montrer comment est-ce qu'on pouvait sortir du conflit par un autre moyen. Alors, quelles ont été les rencontres marquantes que tu as eues pour écrire ce livre et pour aller justement vers cette conclusion-là ? Alors, il y en a plusieurs, dans toutes les directions. D'abord, je commence le livre par Shaul Arieli, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement précis dans son raisonnement. C'est un des membres actifs de Shalom Arshav. Il a participé aux accords de Genève, aux accords d'Oslo aussi. Et c'est quelqu'un de très rationnel qui m'explique qu'il n'y a pas d'autre solution que de partager le territoire. Il a des plans extrêmement précis, au centimètre près. Il connaît chaque canton de Cisjordanie. Et il vous explique que si on ne le fait pas, ça va tourner à la catastrophe, mais qu'on peut le faire, que c'est réalisable. Et pourtant, ça ne s'est jamais réalisé. Donc j'ai voulu poser cette question, mais en même temps, j'ai voulu répondre un peu à l'argumentaire de Shaul Arieli, qui est tout à fait pertinent. Il dit des choses très intéressantes et j'ai voulu comprendre pourquoi, malgré cette rationalité de ce partage, qui effectivement, a priori, comme ça, peut paraître logique, ça ne marche pas. Donc ça a été une rencontre importante. Shaul Arieli, c'est un petit peu le point de départ de ce livre, mais le livre est parsemé de gens qui vont à contre-courant, en vérité. Comme par exemple le cher Jabari à Hébron, qui est un cher très influent, qui lui est pour vivre avec les Juifs, pour vivre dans un grand État qui ressemblerait des Palestiniens et des Israéliens. Il y a également Bassem Ed, qui est un réfugié palestinien, qui lui aussi est un fondateur de B'Tselem, et qui a compris que finalement la solution n'était pas dans le partage, n'était pas dans la division ethnique, mais au contraire dans un véritable rapprochement entre les Israéliens et les Palestiniens. Et puis du côté juif, c'est la même chose. J'ai rencontré des gens tout à fait étonnants qui montrent un visage complètement différent. Par exemple, à Hébron, on dépeint toujours les Juifs d'Hébron comme des gens diaboliques, qui sont des fauteurs de guerre, qui viennent
là finalement pour défier les Arabes et surtout des voisins très hostiles. Absolument, mais qui sont toujours dépeints sous des traits très caricaturaux en vérité, et j'ai montré que non, c'est des gens qui sont attachés à une histoire, qui viennent perpétuer quelque part une histoire millénaire, et qu'ils sont tout à fait capables de vivre en bonne intelligence avec leurs voisins. C'est-à-dire que tu décris un phénomène qui existe dans ce qu'on appelle les territoires, où les Juifs qui vivent à côté de Palestiniens et quelque part, ils partagent leurs routes, ils partagent leurs supermarchés, ils partagent leurs garages, leurs commerces de proximité. Et ça a changé complètement la donne. Ça veut dire que quelque part, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que la coexistence, elle existe déjà, en fait. Elle existe, c'est une coexistence de fait, absolument. Elle existe dans la réalité. Même si c'est une coexistence où il y a encore beaucoup de méfiance. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Et une coexistence où on n'est pas les uns avec les autres, mais les uns à côté des autres. Et puis, il y a aussi un grand problème, c'est le grand problème du livre, c'est que la Cisjordanie dont on parle, donc la Judée-Samarie pour la Bible, c'est un territoire qui est sous une loi très particulière, qui est une loi militaire depuis 51 ans, sous occupation militaire. Donc, s'il n'y a pas de démocratie, il y a des statuts différents. Les Juifs qui habitent dans ces territoires n'ont pas le même statut que les Arabes qui habitent dans ces territoires. Alors, il y a aussi beaucoup de caricatures. Vous parliez des routes. Les routes de l'apartheid, ça n'existe pas, par exemple. Tout le monde roule sur les mêmes routes. Si les seuls endroits qui seraient interdits éventuellement aux Juifs, c'est parce que c'est dangereux. Leur vie pourrait être en danger. Mais globalement, on peut se déplacer librement. Les Palestiniens, évidemment, ne peuvent pas franchir la fameuse ligne verte. C'est la grande différence avec les Juifs. Donc, il y a là un statut extrêmement pervers qui, à mon avis, nourrit le conflit. Et ce que je explique dans le livre, ce que je défends, c'est qu'il faut trouver un moyen de normaliser la situation, de pérenniser en fait cette situation, que tout le monde ait les mêmes droits, que tout le monde puisse se déplacer librement, que tout le monde puisse avoir un droit d'expression démocratique. Il y a tout un tas de solutions institutionnelles qui existent, mais en tout cas, il faut sortir en fait de cette occupation qui dure depuis 51 ans et qui n'est bonne ni pour les Palestiniens, évidemment, qui en souffrent au quotidien, ni pour Israël, car en termes d'image, c'est dévastateur. D'accord, alors c'est quoi? Il faut annexer? Alors, il y a plusieurs solutions. L'annexion pure et simple, en l'état actuel des choses, elle poserait évidemment problème, puisqu'elle menacerait la majorité juive sur cet ensemble, et donc les Juifs n'en veulent pas, parce qu'ils ont peur que les Arabes deviennent trop nombreux, plus nombreux qu'eux, et que démocratiquement, en fait, en votant à la Knesset, ils disent ce n'est plus un État juif, c'est un État musulman, etc. C'est une peur, j'allais dire, originelle et légitime des Israéliens depuis le début de la création de l'État d'Israël. Maintenant, la solution évolue. La démographie, notamment, et c'est une des clés du livre, c'est une des clés du conflit, évidemment, c'est que la démographie a changé. La dynamique démographique est en faveur des Juifs. Les Juifs sont de plus en plus nombreux, ils font de plus en plus d'enfants, et ils font plus d'enfants maintenant que les Palestiniens. Donc ils deviennent de plus en plus nombreux sur ce grand territoire entre la mer et le Jourdain, ce qui en fait apaise quelque part les craintes des Juifs et les amène à penser différemment le conflit. Et c'est ce que je montre dans le livre, au sein du gouvernement israélien, à un très très haut niveau. C'est vrai évidemment du foyer juif de Naftali Bennett, mais aussi de gens du Likoud comme Tzipi Hotovely ou le président de la Knesset Edelstein. On commence à imaginer une forme d'annexion. Alors, quelle forme elle prendra exactement, évidemment, personne ne le sait. Alors, quand on dit annexion, je sais que ça va échauffer les oreilles de certains parce que ça fait... on a l'impression qu'on a un jeu de pouvoir qui est un peu malsain. Quand on utilise ce terme. Il y a une vraie terminologie problématique quand on parle. Non, au contraire, moi je pense que le Golan est annexé, Jérusalem-Est est annexé, je veux dire, il y a l'annexion, quelque part, c'est quelque chose d'au moins de clair. C'est-à-dire que soit ça fait partie du territoire, soit ça n'en fait pas partie. C'est pas un entre-deux comme on a en Cisjordanie. Et où on laisse planer finalement... C'est l'entre-deux qui nous est très préjudiciable. C'est l'entre-deux qui nourrit le conflit. Parce qu'on ne sait pas où on va aller, ça met les gens dans un état de tension permanent, c'est un enjeu permanent au niveau diplomatique, etc. Ça crée de l'instabilité. Et finalement, je pense qu'en clarifiant la situation et en donnant surtout des droits à chacun, on mettra fin au conflit. D'accord. Alors, on sait, vous avez parlé du rapport démographique, vous avez parlé, vous voyez les choses de façon, on va dire, assez positive. Pourtant, lorsqu'on regarde la dernière vague d'attentats qui a eu lieu en Israël, on se rend compte qu'il y a de nombreux Arabes israéliens qui étaient impliqués. Très peu. Ça, je l'ai étudié vraiment en profondeur. Statistiquement, il y a 20% d'Arabes qui vivent en Israël, d'accord, qui ont la nationalité israélienne. Okay. Donc, c'est énorme. Bien sûr, c'est 1,5 million de personnes. Sur ce 1,5 million de personnes, on peut compter sur les doigts de la main les gens qui ont participé à des attentats dans les 5 dernières années. En tout cas, ça ébranle la société israélienne dans
Oui, certainement, parce que ce sont des citoyens, j'allais dire comme en France, où ce sont des citoyens français qui commettent des attentats. Exact. Évidemment que ça a de quoi ébranler et ça prend toute une dimension. Mais il faut, je pense, quand même remettre les choses dans leurs proportions. L'écrasante majorité des Arabes d'Israël sont extrêmement loyaux à l'État juif. Et je dirais même plus que ça, ils sont dans une dynamique d'intégration très très forte. Je raconte dans le livre, on a recruté par exemple récemment plus de 1000 policiers arabes dans la police israélienne. Je les ai suivis pour Canal+, dans des patrouilles. Ce sont des gens qui arrêtent des délinquants juifs et qui sont eux-mêmes des Arabes, mais qui travaillent au nom de l'État d'Israël. Donc on voit bien que la loyauté est poussée extrêmement loin. Ils arrêtent aussi également des Arabes. On sait très bien que la sécurité en Israël repose en très grande partie sur le travail des informateurs arabes qui aident Israël à juguler le terrorisme. Donc je dirais qu'il y a effectivement des exemples de sédition, même de terrorisme, mais globalement, la grande masse des Arabes israéliens joue complètement le jeu de l'intégration. Pourquoi ? C'est très simple. C'est parce que à la fois, ils peuvent vivre dans un État démocratique, développé économiquement, mais préserver leur identité, ce que je montre dans le livre. J'ai un imam à Nazareth qui est complètement intégré parce qu'il dit, mais moi, effectivement, j'ai aucune sympathie pour le sionisme, mais bon, je suis musulman, je peux construire des mosquées. On ne parle pas en Israël de la hauteur des minarets comme en Suisse, ou du fait qu'il ne faut pas porter le tchador à l'université comme en France. Il y a une liberté de religion totale et en même temps, un espace démocratique. Alors, tu parles dans le livre notamment du maire de Nazareth, et de deux personnages arabes extrêmes. Zohabdi, qui était au Masterchef, tout le monde a suivi son sionisme incroyable, et puis l'autre Zohabdi, qui était avec les diatribes qu'on connaît, qu'elle a à la Knesset, où elle a fustigé l'État d'Israël, les Juifs, le peuple juif, un antisémitisme virulent. Alors ils sont où les Arabes israéliens ? Ils sont là, entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire entre des gens très très proches. Ils sont plus proches du maire de Nazareth. Alors il y a deux dimensions. Voilà. C'est très bien, je pense, montré dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension individuelle et une dimension collective. C'est certain qu'au niveau collectif, ils se sentent proches des Palestiniens et c'est tout à fait naturel. Ils sont musulmans comme eux. C'est exactement la même ethnie, c'est souvent les mêmes familles. Ils ont été divisés par l'histoire, notamment entre 48 et 67. Depuis 67, ça a beaucoup changé parce que maintenant le territoire est ouvert pour eux. Les Arabes israéliens sont les seuls qui peuvent se déplacer complètement librement sur tout cet espace et même au-delà, puisqu'ils peuvent aller en Syrie, au Liban, etc., ce qui est impossible pour des Juifs israéliens. Donc, au niveau collectif, il y a une véritable solidarité qui peut aller très loin, même dans la manifestation de cette solidarité avec les Palestiniens, avec la lutte nationale palestinienne. Maintenant, dans le quotidien, c'est ce que je vous disais, l'écrasante majorité sont loyaux par rapport à l'État d'Israël, et il se crée en fait une identité très particulière, très propre en fait aux Arabes israéliens. Il y a certains pourraient dire une forme de schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à conjuguer en fait cette appartenance au peuple palestinien, même à la nation musulmane, on pourrait dire pour la plupart d'entre eux, parce que la plupart sont des musulmans, et la citoyenneté israélienne. Et Israël vit avec ça depuis 70 ans, finalement, plutôt bien, puisqu'ils font partie de la nation, tout en étant, c'est vrai, il faut bien le dire, un petit peu à part, mais en tout cas, il y a une coexistence qui se fait, un modèle, je dirais même, de coexistence, qui pourrait inspirer d'ailleurs, je pense, d'autres pays dans le monde, et finalement, qui profite à tout le monde. Et c'est ça, je pense, vraiment la voie à suivre et à étendre quelque part à tout le territoire. C'est ça que vous essayez tu démontres dans ce livre. Alors, par rapport à ton premier livre que tu as écrit en 2008, où tu parlais déjà de coexistence, tu nous appelais les meilleurs ennemis du monde. Est-ce que tu vas plus loin aujourd'hui ? Est-ce que ta vision a encore changé, s'est affinée ? Elle s'est un peu affinée dans la mesure où elle est peut-être moins angéliste. Je me rends bien compte qu'il y a quelque chose finalement d'un peu irréconciliable. Mais c'est ça aussi. Parce que c'est ça aussi la clé du livre. C'est que justement parce qu'il y a des positions irréconciliables, le partage ne réglera rien. C'est-à-dire que les Palestiniens sont au moins autant attachés à Yafo, dans la région de Tel Aviv, ou à Haïfa, qu'à Ramallah ou à Hébron. Même plus, je dirais, puisque c'était le cœur finalement de la Palestine d'avant 48. Et les Juifs, c'est l'inverse. Ils sont au moins autant attachés à Tel Aviv qu'à Hébron. Donc le partage, on voit bien, les priverait d'une partie de leur patrie. C'est pour ça qu'il n'a jamais marché. C'est pour ça qu'en vérité, au fond d'eux-mêmes, les deux peuples ont refusé. Et je sais que les Palestiniens, parce que je les connais bien, j'en ai rencontré des centaines, ne renonceront jamais au droit au retour, ne renonceront jamais à cette Palestine historique. Je ne parle pas du problème évidemment de Jérusalem, qui est complètement indivisible. On a vu qu'on était arrivé dans des configurations complètement absurdes
absurde. À Oslo, dans les négociations de Camp David, où on ne savait même pas comment diviser l'esplanade du temple, l'esplanade des mosquées, on a dit on va créer une frontière horizontale, on donnera la surface aux musulmans et le sous-sol aux Israéliens. Enfin, on voit bien qu'on est dans quelque chose de complètement fou. Donc évidemment que comme personne, comme aucun des peuples ne veut renoncer, on ne peut pas aller vers un partage. Et c'est justement quelque part cette intransigeance réciproque qui me fait penser que c'est que dans un seul État où chacun pourra exprimer ses droits, pratiquer sa religion, se déplacer librement, qu'on pourra trouver une solution à ce conflit. Mais quand tu dis que les Palestiniens ne renonceront jamais au droit au retour, on imagine mal comment coexister et comment avoir un État unique avec des principes de base le comme modèle, ça. c'est l'État de 48, c'est-à-dire l'Israël de 67. C'est un État où il n'y a pas de droit au retour. Les Palestiniens ne sont pas revenus. Ceux qui sont partis en 48 ne sont pas revenus. Mais c'est un État dans lequel chacun a ses droits. Et ça marche. Mmh. Alors, juste pour terminer, tu as parlé beaucoup de tes rencontres avec les Palestiniens, peu avec les Israéliens. Quelle a été ta rencontre la plus surprenante avec les Israéliens que tu as rencontrés pour écrire ce livre ? C'est difficile à dire parce que je dirais que la société israélienne, elle est beaucoup plus transparente, beaucoup plus connue finalement. Il y a une diversité, chacun le sait, d'opinions, je veux dire de Meretz au foyer juif, à la Knesset. Les débats sont extrêmement vifs, ils sont relayés dans le monde entier. Donc même en vivant finalement en France, on n'est pas très surpris quand on vient ici. On sait qu'il y a une vraie diversité d'opinions. C'est pour ça que c'est vrai que ce qui m'a le plus, on va dire, ébranlé, c'est souvent des rencontres côté palestinien parce que là-bas, c'est l'inverse. On a l'impression que tout le monde pense la même chose, qu'il n'y a pas de variété d'opinion, et au contraire, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que bien sûr, et quand les portes sont fermées à double tour, comme dit Eliezer Cherki, eh bien là, on entend des vérités qu'on n'entend pas dans les médias. Donc c'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans ce livre. J'ai voulu donner la parole, transmettre une parole qu'on n'entend pas beaucoup, on va dire, dans le mainstream des médias internationaux. Mais c'est évident, je vous parlais de cette rencontre avec Tzipi Schlissel d'Hébron, qui est une femme extrêmement émouvante, qui vient finalement, elle, continuer une histoire de sa famille qui a commencé il y a près de 3000 ans, où elle peut attester une présence juive et même la présence de sa famille depuis des centaines et des centaines d'années à Hébron. Je pense que c'est aussi l'originalité de ce livre, c'est de la montrer sous un jour qui n'est pas la caricature qu'on voit actuellement dans les médias. Mais j'ai rencontré aussi des gens dans la high-tech, puisque la high-tech est un des grands secteurs de coexistence en Israël. Le numéro 2 d'Apple dans le monde, par exemple, est un arabe israélien qui a étudié au Technion, qui a été débauché par Apple parce que c'était un génie de l'informatique, qui a travaillé chez IBM en Israël. Donc dans le milieu de la high-tech, il y a aussi des gens qui, à leur échelle, essayent de créer les conditions d'une coexistence. Il y a des incubateurs pour arabes israéliens qui ont été montés par des juifs pour que les arabes israéliens prennent toute leur part dans le miracle économique israélien, cette fameuse Startup Nation. Donc c'est parsemé, si vous voulez, de gens étonnants, je pense, ce livre. D'accord. Alors moi, j'ai un petit conseil. Si vous êtes nouvel immigrant, si vous venez d'arriver en Israël, et si vous ne comprenez pas très bien la réalité politique qui nous entoure, je pense que ce livre, Le Grand Secret d'Israël, pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien, eh bien, sera un guide pour vous, en tout cas une belle façon de rentrer de plein pied dans cette réalité complexe qui n'est pas évidente. Alors on peut être d'accord avec Stéphane Amar ou pas. Voilà, j'imagine que de ce livre naîtra de nombreux débats. On vous souhaite beaucoup de succès, mais de rien. Beaucoup de succès avec ce livre très intéressant, très précis, avec un tas de portraits d'intervenants qui font la réalité d'Israël d'aujourd'hui. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Cathy. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.